Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Donc moi je suis toujours reléguée dans l'autre pièce parce que mes enfants sont là, donc je ne vais pas les déranger avec la vidéo. Vous allez me dire, vous allez certainement voir la vidéo au mois de septembre, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte avec ses enfants? Mais c'est normal. Voilà. Comme il y a un petit décalage, puisque je pars en vacances, tout ça, et puis que je sais qu'à la rentrée, ça va être compliqué de tourner des vidéos régulièrement, je préfère m'y prendre en avance. En plus, j'ai plein de choses à vous dire, donc ça tombe bien. Là, je vous retrouve pour un petit update lecture, pour parler un petit peu ciné, hein. J'en profite à chaque fois pour vous parler aussi un peu des derniers films que j'ai vus. Là, hop, je tends la main, je suis toujours un petit peu dans mon bazar de livres que je commence quand même à ranger un petit peu parce que c'est le Beans. Moi aussi, ça commence à m'énerver pour finir. Et un de ces quatre, je sens que ça va s'écrouler. Là, je vous dis pas le bon que je vais faire. Ça va être terrible. Donc voilà, sinon je vous retrouve voilà, pour vous parler. Alors j'ai enfin vu Venom, vous me direz ça date pas d'hier, mais bon, toujours dans la mouvance des films de super-héros. Enfin là, on a plutôt un anti-héros. Donc Venom avec Tom Hardy. Je n'avais pas encore vu le 1, je sais que le 2 est déjà sorti. Donc voilà. En tout cas, j'ai bien aimé. Moi, enfin, je suis bon public voilà, avec les films comme ça de super-héros. Là, on retrouve en fait, c'est un grand consortium, un milliardaire qui fait des expériences et notamment des expériences. Il envoie un vaisseau spatial dans l'espace pour récupérer des commandes. J'ai les cheveux qui sont tout bizarres en plus. Pour récupérer des entités aliens ou quelque chose qui aurait rapport avec tout ce qui est alien pour pouvoir. Au départ, c'est soi-disant pour aider la médecine, c'est aussi pour lui devenir, je pense, un immortel. Et puis Tom Hardy, qui est un journaliste freelance, qui a tendance à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est pour ça qu'il est pas mal demandé parce qu'il dit la vérité, hein. Il se laisse acheter par personne, donc voilà, on lui demande de faire, enfin, un journal lui demande de faire une interview sur ce milliardaire. Or, ce milliardaire possède quasiment l'intégralité, je crois, du journal. Donc, on lui dit d'y aller mollo. Évidemment, il y va avec ses gros sabots parce qu'il a entendu parler de choses pas très nettes. Et ça se retourne contre lui. Il se retrouve à la rue. Il perd sa petite amie, alors qui est jouée par. Est-ce que je vais retrouver. Je confonds Michelle Williams, voilà. Je confonds toujours avec une autre actrice. Donc voilà, il va pas sa petite amie, il va se retrouver à la rue, perdre son job, et puis il décide, enfin bon bref, de fil en aiguille, il va se retrouver quand même mêlé à ces histoires de milliardaires, et il va se retrouver possédé par cette entité qui s'appelle Venom, et qui peut le transformer en cette superbe, magnifique et très attrayante créature. Voilà, donc puis évidemment, il va avoir affaire au milliardaire, il va avoir affaire aussi à une autre créature aussi qui s'est emparée d'un être humain. Et bon, il y a beaucoup d'actions. Moi, j'aime bien Tom Hardy parce qu'il est aussi bien dans des registres un peu plus sérieux que dans des registres voilà, plus grand public. Et puis, il y a un humour assez second degré parce que la cohabitation entre Tom Hardy et la créature, c'est quand même si c'est la créature qui peut prendre facilement le pouvoir, Tom Hardy reste toujours présent. Je sais plus son nom dans le film d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai toujours Tom Hardy, mais c'est Eddie. Et Eddie, je ne sais plus comment. Eddie Brock, voilà. Il est toujours là, en fait, Eddie, et des fois, enfin, ils dialoguent l'un avec l'autre, donc c'est assez amusant. La scène finale est d'ailleurs assez amusante. Il y a une petite révélation sur la créature Venom. On comprend mieux pourquoi elle a choisi Eddie Brock comme hôte voilà, pour sa personne. Donc voilà, donc je vous dis, ça reste un bon film distrayant. À savoir que dans le dernier Spider-Man, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, dans le dernier Spider-Man, No Way Home, je crois c'est. No Way Home. Je m'y perds avec Homecoming. Oh, je sais plus. Bon, enfin, le dernier qui est sorti au cinéma, on voit à la fin Eddie Brock, justement, parce que Spider-Man joue avec les multiverses, avec le Docteur Strange, et on voit justement Venom qui est arrivé, enfin, Eddie Brock qui est arrivé dans le monde de Spider-Man. Euh,
Donc je pense qu'il y aura un moment, il y aura certainement un moment, parce que Venom dans les comics, c'est l'ennemi de Spider-Man, hein, c'est un des pires ennemis de Spider-Man. Donc très certainement, on verra, je pense, un film mettant en scène Spider-Man et Venom. Ça m'étonnerait qu'ils passent à côté de ça quand même. La franchise, je pense que tous les deux, les droits sont... oui, c'est ça, ouais, c'est bien Sony. Spider-Man, je savais que c'était Sony. Là, je vois que c'est noté aussi Sony pour Venom, donc il y aura forcément un moment, un film. D'ailleurs, il y a un personnage aussi qui apparaît à la fin de euh, le film avec Jared Leto, qui appartient aussi à Sony. C'est ah, où il se transforme en une sorte de vampire. J'ai pas retrouvé le nom. J'ai pas retrouvé le nom. C'est pareil, il y a un personnage qui fait partie aussi de l'univers de Venom, de Spider-Man, donc certainement qu'on reverra. Je vais pas vous dire le nom de l'acteur. D'ailleurs, ça c'est rigolo de retrouver cet acteur-là dans ce rôle-là. Donc voilà, donc je pense qu'on reverra tous ces personnages-là dans un prochain film. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo où il parlait de l'univers, parce que le Marvel, enfin, il y a eu un Comic-Con aux États-Unis, je ne sais pas si c'est celui de San Diego ou ailleurs, et où Marvel a présenté déjà jusque 2025 ses projets. Enfin, 2025, ça reste assez fou, hein, mais ses projets déjà pour 2023-2024, enfin, ça va être un truc de fou. On va retrouver notamment Wakanda, c'est Wakanda Forever, sachant que c'est Black Panther, hein, le personnage principal, sachant que l'acteur qui joue Black Panther, c'était comment Chadwick, je sais plus son nom, il est décédé, hein, il a vu une maladie, et voilà, bon là il en est mort. Ils le savaient hein, quand ils l'ont quand même embauché voilà, en tant que prince du Wakanda et en tant que Black Panther. Donc je ne sais pas si quelqu'un va reprendre le costume, qui va reprendre le costume. Enfin, quelqu'un va reprendre le costume, je pense, parce qu'on voit un petit peu des extraits et on voit le costume de Black Panther. Bon, est-ce que ça pourrait être sa sœur? Il a une sœur. Est-ce que ça pourrait être une femme pour une fois? Bon, je ne sais pas trop. Enfin voilà. Bon, ça c'est une des, voilà, des multiples choses qu'on voit sur les prochains Marvel. Voilà, ça c'est pour la partie cinéma. Pour la partie lecture, alors j'ai lu, excuse-moi, je me penche parce que j'ai rien proposé les affaires, donc du coup c'est pas forcément évident. J'ai fini, ah oui, il faut que je vous parle de ma lecture en cours. J'ai commencé, je vais bouger un petit peu, voilà. La fille qui tressait les nuages, alors c'est de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Voilà, c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne YouTube, la chaîne Twitch de Il est bien ce livre. Et où Séverine Lantais avait vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. J'ai eu du mal à me le procurer d'ailleurs parce que aussi bien en occasion vous avez du mal à le trouver alors qu'il date quand même de 2000, je pense, entre 2018 et 2020, je pense, 2019. Donc quand même, il n'est pas sorti en poche. Et ouais, juin 2018. Donc du mal à le trouver je vais y arriver, en occasion. Et puis sur Amazon, je regardais sur Amazon, hein, parce que enfin, sur les autres sites on ne le trouvait pas. Et puis c'était marqué en rupture de stock. Et ça revenait, ça repartait, ça revenait. Enfin bon, je l'ai trouvé sur un autre site, donc je l'ai trouvé d'occasion. D'ailleurs, je ne sais plus sur quel... eh ben, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est vrai que je pense jamais à Vinted, je pense pour les vêtements pour les enfants, mais je pense jamais pour les livres. Et en fait, il y a des super affaires à faire. Et du coup, j'en ai pris deux autres en même temps. Et, pas cher du tout. Celui-là était un petit peu plus cher. À la base, il est à 19,90 €. Il est en super étang. En plus, il est neuf. Alors, j'aime bien parce qu'il fait un bruit un peu particulier quand vous tournez les pages. J'adore ça. Enfin, vraiment, en plus, c'est un peu le titre est en surimpression. Donc, encore une fois un bel objet livre. Donc je vous en parlerai lors d'un prochain update lecture. Donc sinon, une de mes dernières lectures, voilà, c'est La Malédiction des Joyaux, le tome 3, La chanceuse de Laurent de Lépine. Donc je vous ai déjà parlé de cette saga d'Heroic Fantasy pour laquelle j'avais vraiment eu un coup de cœur. Le premier s'appelle... Ah, c'est pas vrai. Le deuxième, le tome 2, c'est L'Esclave, et le premier, c'est... Remarquez, c'est pas compliqué, c'est peut-être noté à côté. La paysanne, voilà, c'est ça, La paysanne. En fait, j'aime beaucoup le parti pris de l'auteur parce que quand j'ai lu le tome 1, ça commence. L'héroïne s'appelle Deran. Je sais pas si je prononce. Ou Deiran, je sais pas si je prononce bien. En fait, on la découvre dans le premier tome qui s'appelle donc La paysanne. On la découvre, c'est une femme déjà
d'âge mûr. Enfin, à savoir que comme c'est voilà, il y a un très bon world building assez costaud qui est construit derrière toute l'histoire d'Eran. Et en fait, le nombre d'années ne correspond pas, voilà, au début de l'aventure. Elle a même pas 12 ans, alors qu'on lui fait... Enfin, ça n'excuse pas, hein, parce qu'elle est un peu plus vieille, qu'on doit lui faire subir tout ce qu'elle subit, mais ça correspondrait à l'adolescence ou à l'âge d'une jeune fille, alors que là, elle n'a qu'une douzaine d'années dans ce tome 3, par exemple. Elle n'a qu'une douzaine d'années, alors qu'en fait, voilà, ce serait dans notre monde, elle serait déjà une jeune fille. Voilà, donc on la découvre, donc je pense qu'elle a l'équivalent de notre monde, une trentaine, une quarantaine d'années. Elle était avec on la voit arriver avec son, enfin, on est sur un marché aux esclaves, on la voit arriver avec son fils. Et on se dit, mais déjà, qui est cette femme? Et là, tout le monde la reconnaît comme étant une reine. Alors, elle a changé de nom entre deux, je ne sais plus comment est son nom de reine. Tout le monde la pensait morte et elle arrive sur ce marché aux esclaves et on sent bien qu'elle est contre l'esclavage. Donc, on se dit, tiens, elle a dû vivre peut-être la même chose. Elle va retrouver des amis. Et en fait, voilà, on va retourner dans le passé de Deran. Donc, effectivement, le premier tome, c'est la paysanne, parce qu'effectivement, c'est qu'une petite paysanne hein, à la base. Voilà. Ouais, c'est censé être une petite, on va dire une très jeune fille dans notre monde. Voilà, fils de paysan. Elle a la particularité d'être très très belle, mais vraiment très belle. Mais elle se fait enlever. Alors en fait, il y a plusieurs créatures qui coexistent dans ce monde. Il y en a qui... Et ce monde a été envahi par, je ne vous dis pas de bêtises, que je ne mélange pas les noms, par les Fétas, qui ont créé de nouvelles créatures, notamment les êtres humains. Une race aussi qui s'apparenterait un peu à des elfes. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Édorians, je crois. Voilà. Donc il y avait des peuples préexistants avant les Fétas. Et il y en a qui vont être créés par ces Fétas. On ne sait pas qui ils sont. Tous les peuples se sont plus ou moins unis pour les chasser parce qu'ils en avaient assez de leur tyrannie. Ça a laissé des traces, bien sûr, mais surtout, il y a beaucoup de mystères autour. Et au fur et à mesure des tomes, il y a beaucoup de mystères autour de ces créatures. Je pense qu'on va se finir par savoir quelque chose sur ces créatures. D'ailleurs, dans le tome 3, il y est fait plusieurs fois référence, notamment sur des légendes qu'ils ont laissées, qu'a laissé ce peuple, sur des vieilles histoires, hein, un peu comme dans notre histoire. Il y a des peuples qui ont laissé des histoires anciennes. Et ces histoires, je veux dire, elles sont un petit peu... C'est un petit peu déroutant. Voilà, je veux vous en dire plus pour pas spoiler parce que c'est un des fils rouges de l'intrigue. Même si c'est une intrigue secondaire, il y a toujours voilà, c'est l'histoire de ces envahisseurs qui revient. Et voilà, il y a ceux qui étaient là avant, ceux qui ont été créés par les Fétas. Voilà. Donc, Dera, jeune fille, est enlevée par un gemme, je crois, je sais pas, ou un gems, je sais pas comment on prononce, une sorte de créature lézard. Et cette créature, il l'a choisie parce qu'elle est très belle, mais en fait, il va lui implanter, il va lui greffer des diamants. Des diamants, il va lui mettre un rubis sur le front, enfin son corps va être recouvert, ce qui fait qu'elle va encore être plus belle qu'elle n'est. Ça va la rendre encore plus belle et encore plus attrayante. Évidemment, elle va attirer tous les regards sur elle. Et en même temps, tous ces joyaux, d'où la malédiction des joyaux, parce que ça va lui causer évidemment énormément de problèmes dans la vie, mais ça la protège aussi. C'est-à-dire que si vous essayez de la poignarder, le poignard ne fonctionnera pas. Elle peut ressentir la douleur, mais elle n'en mourra pas. Voilà, ça la protège de plein de choses. Après, elle n'a pas testé toutes les morts possibles, hein, donc on ne sait pas s'il y a certaines choses qui pourraient la tuer ou pas, mais en tout cas, ça la protège en tout cas d'attaques de poignard. Voilà. Par contre, ça ne l'empêche pas effectivement de subir des choses quand même assez violentes. Donc, dans le tome 1, en fait, elle retrouve des amis Erdorian, si je ne me trompe pas, hein, ceux qui ressemblent à des elfes. Une de ses amies, notamment Saaline, qui a aussi une histoire assez complexe. Et elle elle a toujours juré de se venger de ce James, enfin cette créature lézard qui lui a fait ça. Voilà, donc c'est l'intrigue du tome 1. Le tome 2, ce sera l'esclave. Là, on va suivre son parcours, on va voir comment elle rencontre les Erdorians, comment elle va devenir amie avec eux, tout ce qui lui arrive, parce que la pauvre, enfin vous imaginez une jeune fille lancée comme ça sur les routes, voilà, ce qui peut lui arriver de pire.
Elle trouve refuge auprès de, voilà, de ces elfes. Elle va devenir amie avec certains. On va voir aussi l'histoire de Sahaline, parce qu'on sait qu'elle a eu une vie, voilà, qu'elle n'a pas eu non plus. Il n'y a pas que des bonnes choses qui lui sont arrivées dans la vie. On va connaître un peu plus son histoire. D'Eran, on va voir, bon, elle essaie de mener une vie normale, hein, elle tombe amoureuse. Voilà, elle a un enfant, donc je pense que c'est le fils qu'on voit dans le premier tome. Et puis évidemment, cette malédiction des joyaux va la poursuivre parce qu'elle est tellement belle et tellement particulière avec ses joyaux que bien sûr elle est capturée en tant qu'esclave. Je vous dis tout ça, mais genre, tout ça on le sait en fait. On le sait puisqu'on a le début du roman, mais c'est tellement bien écrit. Il y a un world building qui est super bien fait, super prenant, qui est en arrière-plan et voilà, et on suit Deran et en même temps on suit un petit peu son monde à elle, ce qui se passe dans son monde, comment est né, enfin l'histoire de son monde, une partie. Voilà, on a plein de personnages secondaires qui sont mais au top quoi, qui sont super bien faits, et super prenants. Et là en fait dans celui-là, elle finit par se retrouver dans un harem. Alors la chanceuse, pourquoi? Parce que les jeunes filles qui sont choisies pour devenir novices et apprendre à devenir de futures compagnes du roi sont appelées les chanceuses. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance quand on devient esclave. Mais ceci dit, pour certaines, c'est vrai qu'elles se considèrent chanceuses parce que leur vie aurait été tellement difficile. Elle va se faire des amies. Il y en a une qui lui dit, mais de toute façon, si j'étais restée dans mon peuple, les conditions de vie sont très dures. À 30 ans, je serais déjà une vieillarde, je serais cassée de partout, et voilà quoi. Donc elle dit quelque part, bon, la vie pas facile dans un harem. Alors on retrouve vraiment l'ambiance des harems qu'on peut imaginer, c'est-à-dire fait de coups bas, de rivalité entre les femmes, hein, entre les favorites. Évidemment, Deran attire l'attention entre sa beauté et puis ses joyaux. Et donc elle va se faire aussi des ennemis, même si elle, c'est quelqu'un d'assez innocent d'Erin, hein, malgré tout ce qui lui est arrivé, elle aspire à une vie tranquille, voilà, elle aspire à une vie bien, à une vie tranquille, et dans ce volume-ci, on va la voir justement changer. Jusqu'ici, elle subissait un petit peu son destin, là, on va la voir prendre son destin en main et décider pour la première fois de se venger, décider de prendre les rênes de sa vie, hein, même si elle est quand même esclave, hein, elle fera comme elle peut. Parce qu'voilà, quoi, elle en a marre. On comprend son désir de se venger avec tout ce qu'elle a subi. C'est assez jouissif d'ailleurs, la façon dont elle se venge. C'est assez complexe, c'est assez tordu, mais on voit qu'elle commence à, voilà, bah, elle devient une jeune femme, elle rentre dans ce qu'on appelle la majorité, et puis elle décide voilà, elle est un peu naïve au début, elle se considère pas comme la plus belle du harem, alors que oui, c'est vrai que toutes les femmes là-bas sont très belles, mais bon, elle a cette particularité en plus de posséder tous ces joyaux et ces diamants. Donc voilà, et bon, je ne sais pas trop vous raconter l'histoire, ce qui lui arrive, mais on est vraiment dans une ambiance. Voilà, moi j'ai commencé à regarder, alors c'était que sous-titré en anglais, une série qui devait être turque, hein, je pense, puisqu'on parle de Saladin et enfin, peut-être la plus célèbre esclave et favorite parmi les harems, qui est Roxelane selon les traductions. C'est Ourem en turc. Et il y avait une série comme ça qui racontait son histoire et c'était vraiment passionnant. J'ai pas encore regardé jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a eu dans l'histoire des Ottomans, il y a eu, je pense pendant un siècle au moins, oui, un siècle et demi, il y a eu ce qu'on appelle le sultanat des femmes. En fait, c'était des femmes qui, à la base, étaient chrétiennes, donc, qui étaient capturées, vendues comme esclaves. Donc, je veux dire, c'était moins que rien, hein. Elles étaient juste bonnes à réchauffer le lit du sultan. Et, attendez, c'est bien sultan qu'on dit chez les Ottomans. C'est sultan, je sais plus, enfin bref, le grand chef des Ottomans, on va dire. Voilà, et donc au mieux elles étaient repérées, et voilà, et au mieux elles échappaient aussi au complot de harem, aux empoisonnements et compagnie, et voilà. C'est très complexe, hein. C'est vraiment un univers très particulier, j'ai vraiment retrouvé dans le livre et ça m'a énormément plu. Et dans cette série, on voit effectivement la future Hurrem qui va devenir la favorite de Saladin, mais qui va devenir aussi son épouse. Et justement, on a plusieurs femmes comme ça, donc je vous disais qui n'étaient que de simples esclaves chrétiennes,
qui vont être repérées par, voilà, par celui qui dirige les Ottomans. Je ne sais plus si on dit sultan, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Donc elles vont se convertir à l'islam, bien sûr, et elles vont devenir les épouses. À savoir que quand ils épousaient, évidemment, ils avaient tout un harem, ils avaient des favorites, mais ils avaient une épouse légitime qui était déjà musulmane et qui était issue d'une famille aisée, mais turque, pas ou d'un allié, mais certainement pas une esclave de bas étage. Et on voit que ces femmes vont réussir comme à grimper les échelons, à avoir une influence sur la politique voilà, des différents sultans, alors qu'elles ne sont rien à la base, puisque ce sont que des esclaves et que des chrétiennes. Donc c'est vraiment super passionnant. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu voilà, cette ambiance-là dans le roman, cette ambiance de harem un petit peu particulière et voilà, où vous faites des amis, où certaines jeunes femmes vont aller vers des reines en se disant ouais, mais elle, il est possible qu'elle devienne un jour une favorite, donc on va se rapprocher d'elle. Elle va se faire de vrais amis, elle va se faire aussi de vrais ennemis. Hein. Je veux dire, les femmes entre elles, c'est pas très délicat généralement. Donc, à l'image des deux autres volumes, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Je suis contente que l'auteur m'ait recontacté parce que je n'avais pas vu que son troisième tome était sorti. Ça date quand même de décembre, si je ne dis pas de bêtises, et je ne l'avais pas encore vu. Et j'ai vu aussi sur son compte Instagram, alors c'est Votan, je sais plus quoi, Votan le dieu, enfin l'équivalent de Odin, c'est un des noms d'Odin, c'est W-O-T-A-N. Il met des extraits des chapitres du tome 4. Donc de temps en temps je jette un œil, donc je suis super contente, donc il va peut-être pas tarder à sortir. Voilà. Moi j'avais deux coups de cœur, hein. C'était sur la série de la malédiction des joyaux et puis sur Chronique des secondes heures de Tanglemort d'Azael Jalil. Et c'est marrant parce que les deux auteurs se connaissent en plus. Donc c'était rigolo d'avoir. Je les ai lus à peu près en même temps. Et Azael Jalil, j'attends aussi la suite. Voilà, et c'était marrant de se rendre compte que oui, ils se connaissent. Et tous les deux, c'est de l'heroic fantasy. Mais alors j'ai eu des coups de cœur pour leurs deux sagas. Mais alors que c'est fait vraiment de façon assez différente. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, excusez-moi, je me rebaisse 2 minutes. C'est pour ne pas oublier, je vais me lever aussi, voilà, mini gros plan. Alors là par contre on va partir dans un truc totalement différent, je fais dans l'ordre dans lequel je les ai lus, hein. Donc on va partir dans un truc complètement différent. Poutine, maître du jeu de Jacques Bod aux éditions Max Milo. Alors j'ai reçu le livre, je vous ai déjà parlé de la masse critique Babelio, où tous les mois, sauf pendant les vacances, enfin, sauf en juillet-août, ils vous proposent de participer à leur masse critique. Alors c'est toujours par genre, hein. Vous avez par exemple les bandes dessinées, romans graphiques, tout ça. Vous avez la littérature blanche, vous avez ce qu'ils appellent mauvais genre avec les romans policiers, vous avez la jeunesse, et là c'était sur les documentaires. J'avais coché plusieurs livres, donc plusieurs livres sur Poutine, parce que moi je suis une véritable bille en ce qui concerne la politique et la géopolitique. Et ben voilà, on parle tellement de Poutine depuis très longtemps, du fait que ce soit un dictateur, voilà. En même temps, on sait qu'il a une bonne cote auprès des Russes, alors on se dit, attends, qui est-ce qui ment, qui est-ce qui... Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, et évidemment, depuis les événements, la guerre, l'invasion de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, effectivement, ça pose encore un autre regard sur la Russie, sur Poutine, et je voulais en savoir un petit peu plus. Alors, ce que j'aime bien, c'est que l'auteur, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il déconstruit, il déconstruit l'image négative qu'on a de Poutine, de A à Z. À la base, il était dans le renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies, où il a travaillé aussi un moment pour l'OTAN. Donc il nous explique aussi la position de la Russie par rapport au fait que, ben voilà, elle a perdu sa puissance, que à la chute de l'ex-URSS, la chute de l'ex-URSS, la Russie s'est retrouvée mais dans une situation économique, encore une fois, c'est pas la première fois que ça leur arrivait malheureusement, catastrophique. Les gens faisaient la queue, enfin je parle de ça, c'est dans les années 90, c'est pas vieux. Ils se retrouvaient à faire la queue, un peu comme pendant la guerre, hein, ou l'entre-deux-guerres, à faire la queue pour ne rien avoir dans les étals à acheter. Il y a tous ces oligarques russes qui sont apparus sur le devant de la scène, hein, qui ont pour moi profité du système pour s'enrichir. Vous avez
dans les années 90, début 2000, on parlait beaucoup de ces oligarques russes hein, qui sont devenus milliardaires. On parlait, on disait, ah, voilà, il y a cette impression de magie des gens partis de rien qui devenaient milliardaires. Je pense avec le recul qu'ils se sont surtout payés sur le dos de la bête, qu'ils ont profité aussi de la situation de la Russie qui était catastrophique pour s'enrichir aussi. D'ailleurs, il parle de... Alors, j'ai pas retenu les noms, évidemment, le contraire aurait été étonnant. Navadji, si je ne dis pas de bêtises, qui est un ancien oligarque qui s'est retrouvé en prison en Russie. Alors effectivement, les prisons russes, c'est pas les prisons françaises. C'est sûr qu'il n'a pas dû s'amuser. En même temps, quand l'auteur nous parle des oligarques, vous n'avez pas envie d'avoir non plus trop de compassion pour eux parce qu'ils se sont bien engraissés quand même sur le dos du peuple russe. Bon, voilà, hein, à savoir aussi qu'ils ont fui, quand Poutine est arrivé au pouvoir, ils ont fui aussi l'URSS pour l'URSS, la Russie, vous voyez le lapsus révélateur. En fait, on met toujours la Russie avec l'URSS et c'est plus le cas, mais c'est plus l'URSS. Et l'URSS a une image tellement négative que c'est compliqué de prendre du recul et de bien séparer la Russie actuelle et l'ex-URSS. Donc tous ces oligarques sont partis notamment au Royaume-Uni, je ne sais plus où, se retrouver... voilà, profiter tranquillement de leur argent. Il y a une mafia qui s'est fortement développée aussi dans les années 90, hein, évidemment. C'est tellement de bazar, il faut dire ce qui est. Il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus de force. Bon, voilà, donc tous ces gens-là ont profité du système à fond. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une mafia russe qui est quand même très, très importante. Voilà, donc l'auteur explique tout ça. Il explique comment Poutine aussi en est arrivé à envahir l'Ukraine. Bon, à savoir que quand il a fini le livre, c'est marqué mars 2021, donc il n'avait peut-être pas assez de recul parce que l'Ukraine a été envahie en février. Donc c'est un peu juste pour avoir un petit peu de recul. Par moments, on a l'impression qu'il est un peu pro-Poutine. Ça m'a un petit peu gênée. Je suis contente qu'il ait déconstruit un peu ce côté diabolique qu'on donne à Poutine et à la Russie. Qu'il nous montre que l'Europe est loin d'être toute blanche dans l'histoire, que nous subissons fortement l'influence des États-Unis en ce qui concerne la politique européenne et en ce qui concerne notre comportement vis-à-vis de la Russie. L'intégration aussi dans la communauté européenne des anciens pays d'Europe de l'Est qui ne peuvent évidemment pas blairer la Russie à cause voilà, des exactions au temps de la guerre de l'ex-URSS. On comprend aussi l'inquiétude des Russes et de Poutine pour toutes les populations russophones qui vivent dans ces anciens pays d'Europe de l'Est ou des pays baltes. On comprend aussi son inquiétude quand l'OTAN, voilà, voilà, c'est les États-Unis, hein, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tout ça, je l'ai appris en cours, mais alors vous oubliez aussi très vite. Voilà, qu'ils amènent des armes près de la frontière russe, en passant par les pays de l'Europe de l'Est, qui font partie. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a ce parallèle. Les pays qui font partie de la communauté économique européenne font aussi partie de l'OTAN. Hein, 9 fois et demi sur 10. Hein. Donc je parle les nouveaux arrivants à la communauté européenne. Je ne parle pas des pays comme la France, l'Allemagne, j'allais dire le Royaume-Uni, mais ils n'y sont plus. Donc voilà, c'est bien. Alors c'est vrai que par moments, il y a ce petit côté un peu pro-Poutine qui me... Je ne sais pas s'il est pro-Poutine ou si c'est... Voilà, si tout ce qu'il dit est vrai, mais j'aime bien qu'il mettent un peu aussi le nez dans leur caca aux médias qui, excusez-moi l'expression, mais qui sont tout le temps en train de nous donner qu'une version des faits. Voilà, c'est pas du jour au lendemain que Poutine il a décidé d'envahir l'Ukraine. Il s'est passé un tas de choses avant. Il y avait déjà eu une crise en 2014 avec l'Ukraine, avec des États qui avaient voulu devenir autonomes et qui s'étaient tournés vers les Russes, vers la Russie pour l'aider. Donc c'est pour vous dire aussi que bon voilà, c'est pas aussi simple. L'Ukraine non plus, voilà, n'est pas complètement parfaite. Alors après, ça ne justifie en rien, malheureusement, ça ne justifie pas les guerres, ça ne justifie pas les morts, notamment sur les populations civiles et tous ces Ukrainiens qui sont obligés de fuir leur pays. Voilà, c'est... D'ailleurs, moi j'ai rencontré des Ukrainiens qui ont... Alors, on ne peut pas trop discuter ensemble parce qu'évidemment, c'est pas la même langue, ils n'ont pas appris l'anglais. Ils sont super courageux parce que, je veux dire, ils portent pas sur eux le fait qu'ils soient en exil, que leur pays soit en guerre. Ils cherchent... Enfin, moi, j'en ai vu, ben voilà, ils sont déjà en train de travailler en France, quoi. Ils ont trouvé du taf, ils ont trouvé...
Enfin, je suis étonnée par leur capacité. J'en ai pas rencontré 50 non plus, hein, mais enfin voilà, je trouve ça, ça m'a étonnée aussi de cette façon de rebondir. C'est pas forcément moi, je m'imagine à leur place, je suis pas sûre que je serais aussi courageuse. Voilà, c'est peut-être pas, on n'a pas peut-être pas la même façon de rebondir. En tout cas, eux ont une sacrée, je trouve, enfin ceux que j'ai rencontrés, j'en ai pas rencontré 50 non plus, mais voilà, enfin je salue leur courage en tout cas. Mais bon, en tout cas, ce livre est très intéressant. Je pense que l'idéal, ce serait d'en lire d'autres, hein. Il y en a pas mal qui sont sortis, voir un autre regard. Mais je vous assure que je ne suis pas la seule à en avoir marre, mais les médias, les infos et compagnie, il y en a marre parce que c'est vrai que c'est toujours, ils ne parlent que de choses graves, anxiogènes. Et puis voilà, il y a cette diabolisation des Russes qui est pénible pour finir. Et puis si les Russes ont voté pour Poutine, alors on va me dire, il y a eu des... Non, il n'y a pas eu de trafic parce que ceux qui ont donné les chiffres, ce sont des agences étrangères. Donc aucun avantage à donner des chiffres en disant oui, les Russes, la cote de popularité de Poutine est très bonne au niveau des Russes. Il faut savoir aussi que Poutine leur a apporté une stabilité aux Russes, hein, parce qu'ils sortaient quand même de l'ex-URSS, ils sortaient, je vous dis, de la mafia russe, des oligarques, voilà, il a apporté... Alors, le truc aussi, c'est que nous, on voit ça de notre œil. Voilà, la France est un pays démocratique depuis la Révolution française, les pays alentours aussi. Nous, on voit ça de notre œil, voilà, de démocratie qui existe depuis plusieurs siècles, à savoir que c'est pas le cas chez eux, quoi, hein. Ils ont assassiné leur famille royale en 1917. Derrière, il y a quand même eu, vous avez quand même eu Staline. Enfin, vous avez eu des tyrans. Voilà, c'est pas du tout la même. On n'est pas du tout, on n'est pas non plus, on réfléchit pas, on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. On n'est pas, voilà, on n'est pas le même peuple, on n'a pas la même façon de réagir. C'est un peuple quand même assez, je trouve, courageux et dur, les Russes, hein. Ils ont quand même brûlé entièrement Moscou pour que Napoléon puisse pas se ravitailler. Enfin, j'ai quand même brûlé sa ville, brûlé sa maison. Enfin, je trouve ça incroyable. Donc voilà, nous, on n'a pas du tout la même mentalité. Donc on voit ça aussi de notre œil, de notre lorgnette, un peu de démocratie qui existe. Voilà, puis avant la démocratie, on a eu les humanistes, on a eu les philosophes, on a eu tout ça. Voilà, on n'a pas la même histoire, donc c'est compliqué de faire un parallèle aussi. Mais en tout cas, ce livre est très intéressant. Bien sûr, toujours à prendre du recul, hein. C'est ça aussi, je pense qu'il faut se dire que quoi qu'on écoute, quoi qu'on lise, il faut toujours prendre du recul quand c'est des documentaires, c'est-à-dire avoir la capacité de réfléchir par soi-même et de se dire oui, mais attention, il y a peut-être des choses à vérifier et attention à ne pas être manipulé. Ce qu'on est fortement, je trouve, avec les médias, notamment les réseaux sociaux et notamment les infos à la télé, tout simplement. Voilà, donc du coup, je vais vous faire que 2 livres parce que j'ai beaucoup papoté, mais c'est vraiment 2 livres passionnants et voilà, je vous conseille en tout cas de vous intéresser à Poutine. Donc je vous laisse pour cette fois, je pense que je vous retrouverai pour un autre book haul parce que j'ai encore plein de livres à vous présenter. Et puis je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous embrasse bien fort, bye bye.